Séminaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation qu'Olivier, Claude, Mathilde, Marcella et moi avons lancée. On est ravis de cette première séance qui va constituer au fond l'acte de fondation de ce qu'on a pensé comme un réseau de recherche. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on envisage de façon assez informelle et on aimerait bien savoir ce que vous souhaiteriez, ce que vous pensez de ce qu'on a imaginé et la façon dont on a pensé la séance. euh, c'est la façon suivante, c'est-à-dire qu'on aimerait bien vous présenter un petit peu la généalogie de ce projet, ce qui l'a amené jusqu'au point où nous sommes parvenus aujourd'hui, c'est-à-dire la première séance de ce séminaire, les premières étapes, les premières balises que nous avons posées et tout ça pour voir un petit peu dans quelle mesure cela peut s'arrimer avec vos propres projets, vos propres souhaits pour les mois et les années à venir. Bon, en première instance, le projet est né de la rencontre, comme souvent dans ces cas-là, entre des chercheurs en Belgique et en France qui se sont rendus compte qu'ils travaillaient sur des objets différents, mais finalement sur des questions assez proches, hein, celles qui touchent au rapport entre littérature et patrimoine. Et voilà ce qu'on a souhaité faire pour vous faire comprendre je dirais, le background qui nous a amené à, à la fondation au souhait d'abord d'organiser ce séminaire et de l'organiser de la façon dont il sera organisé au cours des prochaines semaines, et puis au souhait aussi de fonder ce réseau patrimonialité. Euh, voilà, ce qu'on souhaite faire, c'est vous expliquer cet arrière-fond en vous expliquant d'où nous venons et quelles ont été à chacun de nous cinq nos recherches s'agissant des rapports entre patrimoine et littérature. Olivier, à toi. Oui. Donc, voilà, chers amis, chers collègues, tout d'abord, merci de votre présence virtuelle ici, chacun derrière vos écrans. Nous aurions aimé vous accueillir à Cergy-Pontoise, mais les conditions font que nous nous retrouvons de cette manière-là. Je pense que dans ce petit tour d'horizon de nos parcours, je vais peut-être tout d'abord laisser la parole à Claude, peut-être, pour présenter un petit peu la généalogie du séminaire que nous avions mené à Cergy-Pontoise et dont ce séminaire-ci va être un petit peu à la fois l'aboutissement, l'élargissement. Et ensuite, je reviendrai peut-être sur mon parcours à moi. Donc, Claude, si tu veux bien, je te passe la parole. Merci beaucoup, Olivier. Vous me dites si je suis audible là, parce que je ne parle pas toujours très près de l'ordinateur. Il paraît que nous sommes à Cergy là pour vous recevoir. Donc, eh bien, Olivier et moi, nous sommes un peu les maîtres de maison, même si la maison est un peu éclatée et labyrinthique. Et donc, on est très heureux de vous accueillir. Et quand je dis nous, bien sûr, c'est tous les deux. Mais je dois dire que jusqu'à présent, mon rôle a été relativement modeste dans cette entreprise. Il va monter en puissance, hein, non pas qu'il va devenir orgueilleux, mais un peu plus actif. Et c'est Olivier, hein, auquel je rends hommage, qui a vraiment mis en place, hein, beaucoup plus que moi, donc ce réseau et qui s'annonce magnifique. Alors effectivement, nous venons, Olivier et moi, de la même université, mais nous ne sommes pas du même centre de recherche, hein, ce qui est euh, quand même une différence. Alors ce n'est pas du tout la réunion des Capulet ou des Montaigu, en aucune manière. Olivier est plutôt lié au centre qui s'occupe des dictionnaires, hein, qui s'appelle maintenant LT2D, hein, drôle de titre, que j'étais obligé d'écrire pour ne pas l'oublier. Et de mon côté, j'appartiens au centre Agora, qui n'existe plus pour l'instant et qui est devenu le centre Héritage. Par fusion avec le CNRS, nous sommes devenus une UMR et cette UMR s'intéresse tout particulièrement aux questions de patrimoine et de création. Donc héritage, ça veut tout et rien dire, bien sûr, au pluriel. Et il s'agit en fait de réfléchir à un phénomène de patrimonialisation dans les relations avec la création, hein, comment le patrimoine peut donner lieu à la création, etc. etc. Donc, en amont de ce grand centre de recherche et de cette association entre héritage et LT22, il y avait ce séminaire qu'a évoqué Olivier et qui a été créé par Catherine Maillot, hein, que je suis content de voir, hein, et de saluer devant cet écran.
Alors, ce séminaire avait un titre très, très simple, hein, L'écrivain et ses archives. Et comment dire, il s'est déroulé sur pas mal d'années, je crois, hein, 5-6 ans. Je suis à Cergy depuis 2016 et j'ai pris avec beaucoup de plaisir le train en route et j'ai participé, hein, à l'élaboration de ces travaux. Alors, ce séminaire, L'écrivain et ses archives, avait essentiellement pour fonction de réfléchir aux relations de l'écrivain et ses archives, alors soit des travaux de génétique, voir comment on peut travailler sur les archives d'un écrivain, bon, tout cela est bien connu, et comment on peut bien sûr produire des travaux, des publications. Mais c'est aussi un séminaire qui s'intéressait à l'usage que l'écrivain faisait de ses propres archives, hein, comment il les constituait, pourquoi on a des écrivains, qui construisent en quelque sorte leurs archives, comme on construit sa statue ou son tombeau, et donc on voulait essayer de voir un peu comment l'écrivain pouvait être artisan lui-même de ses propres archives. Puis il y a d'autres écrivains qui se désintéressent absolument de leurs archives. Je me souviens avoir fait une communication sur le fichier de Roland Barthes, hein. Je travaille beaucoup sur l'œuvre de cet écrivain, et ce fichier monumental composé de milliers de fiches servait à Barthes pour élaborer ses cours, ses livres, et donc il les brassait comme un jeu de cartes. Et donc j'ai essayé dans plusieurs articles et au séminaire de montrer comment Barthes utilisait ce fichier. Donc c'était un travail qui s'inscrivait parfaitement, hein, dans les travaux de ce séminaire. Donc nous avons travaillé aussi, hein, plutôt avant mon arrivée, quand Catherine était encore en activité, puis nous sommes un peu croisés à Cergy, sur des questions de maisons d'écrivains, de bibliothèques. Il y a eu des journées d'études, des colloques qui ont été organisés sur ces questions-là. Donc, on n'est pas encore tout à fait dans le même projet que le projet de patrimonialité, mais on sent bien qu'il y a des liens très, très forts. D'autant plus que le Centre Héritage est en relation étroite avec l'INP, l'Institut national du patrimoine à Paris, hein, qui se trouve dans un lieu paradisiaque, puisque c'est rue Vivienne, hein, en face de la Bibliothèque nationale, tout près du Palais Royal. Et nous avons des liens aussi avec la Fondation Patrima, hein, qui s'occupe de valoriser de façon très, très matérielle, hein, des patrimoines qui ne sont pas forcément littéraires, qui peuvent impliquer des projets aussi bien littéraires, bien sûr, que la conservation du canon de Louis XIV, hein, dans le parc de Versailles. C'est un vrai sujet de préoccupation qui n'est pas directement le nôtre, mais enfin qui peut nous concerner. Et donc, je me suis toujours intéressé à ces questions de patrimonialisation, mais de façon toujours un petit peu indirecte, et c'est pour moi l'occasion, en participant à ce centre, d'être un peu plus actif. Actuellement, je dirige 2 thèses qui sont directement liées à ces questions de patrimonialisation et que je voudrais très, très rapidement présenter. Les doctorants vont bien sûr s'inscrire bientôt, hein, à ce séminaire, mais pour l'instant, avec le Covid, c'est un petit peu le brouillamini chez nous. Une thèse d'une très brillante étudiante sur la représentation de Versailles dans la littérature et le cinéma contemporain. Et où là, on voit non seulement la patrimonialisation de la littérature, mais par la littérature, parce qu'elle montre de façon tout à fait claire que les écrits et les films sur Versailles ont une grande influence sur la façon dont on conserve le patrimoine versaillais. Et en particulier, la restauration de la chambre de Marie-Antoinette était peut-être imposée par la nécessité de la restaurer, mais elle est aussi liée à l'image de l'ancienne reine, hein, dans la littérature et dans le cinéma contemporain. Donc il y a une sorte de va-et-vient qu'elle analyse de façon très, très intéressante. Dernier exemple de thèse pour ne pas être trop long. C'est une thèse qui va vous surprendre. Je vous expliquerai un jour, mais on n'a pas le temps, par quel méandre j'en suis arrivé à diriger une thèse sur la conservation des chefferies au Cameroun. Jusqu'à présent, comme spécialiste de la chefferie au Cameroun, j'ai bien dissimulé mon jeu. Bon, je vous expliquerai comment j'y suis arrivé avec l'INP. Et il s'agit d'un travail remarquable d'un jeune Camerounais qui réfléchit à la muséographie pour conserver ces palais, en fait, ces palais royaux, très fragiles parce qu'ils sont en bois. Alors, que vient faire la littérature là-dedans? Mais ça a été mon rôle, c'est de montrer comment la littérature et tous les textes des africanistes et même des écrivains contemporains ont pu avoir une influence sur la perception de ces chefferies et sur la manière que l'on va pouvoir les patrimonialiser de façon active. Et en particulier, je trouve que je connais fort bien Gérard Massé, l'écrivain, et qu'il a précisément écrit un livre sur ces chefferies, et mon rôle a été de faire rencontrer, hein, cet écrivain et ce jeune chercheur pour réfléchir en commun à ces questions de patrimonialisation par la littérature, cette fois-ci encore. Nous avons aussi à Cergy un séminaire, hein, cette fois-ci d'enseignement, en master, que Catherine Maillot avait créé, où il était question de patrimonialisation, et j'avais abordé la question de manière un petit peu indirecte, en voir comment la littérature se patrimonialise elle-même
ou plutôt se sacralisent. Les deux termes ne sont pas identiques, mais on peut quand même les rapprocher. Et j'avais pris l'exemple de Proust comme cet exemple de sacralisation de la littérature et aussi de patrimonialisation. Et bien entendu, je m'inscrivais dans le travail que je trouve tout à fait intéressant de compagnons, hein, dans la Troisième République des Lettres. C'est au même moment que Proust sacralise la littérature et où la France remplace, dans une France laïque, hein, le livre de messe par le livre de lecture. Il y a ce glissement où la littérature apparaît comme un élément de patrimonialisation avec une dimension politique, bien sûr, très très forte. Et dans le cadre dernièrement de mes cours en MEF, alors pour ceux qui ne sont pas français, le MEF, c'est la préparation au concours, hein, de professeur, je réfléchis avec mes étudiants au rôle précisément de l'école dans la patrimonialisation, puisqu'elle joue un rôle fondamental, hein. Les corpus se répètent, les corpus se différencient, et on a eu une grande discussion pour savoir comment on pouvait renouveler les phénomènes de patrimonialisation par l'école et comment on pouvait réfléchir à tout cela. Donc voyez-vous, j'arrive ici non pas en amateur, je ne pense pas, mais plutôt en un collègue qui s'intéresse à des questions de génétique, qui s'intéresse à l'image de la littérature constituée par elle-même. Et c'est donc avec cet apport-là, qui est entre spécialisation et amateurisme, hein, que je voudrais participer à ces travaux. Et en tous les cas, je suis très, très heureux de m'engager dans cette aventure qui me paraît extrêmement prometteuse. Et l'avantage de Zoom, malheureusement, et l'avantage du Covid, c'est de rassembler 25 personnes, 27 personnes. Jamais à Cergy, hein, nous n'avons eu 27 personnes dans la même salle, d'abord parce que la salle n'est pas assez grande, mais aussi parce que faire venir les gens en fin de journée est toujours une grande aventure. On rendra cet hommage, non pas au Covid, mais à Zoom, de permettre ces rencontres, hein, aux quatre coins de l'Europe. Voilà, je n'en dirai pas plus. Hein, et Olivier, je te passe le relais de Cergy à Cergy. Très bien. Merci, merci Claude. Je prends le relais pour tout d'abord remercier David, Marcella et Mathilde pour nous avoir en quelque sorte invités et associés à ce programme de recherche qui articule, vous l'avez compris, patrimonialisation de la littérature et par la littérature. Pour essayer de retracer la généalogie du parcours qui m'a amené jusqu'ici, en quelque sorte, je vais partir du contexte cergissois, en quelque sorte, puisque les questions de patrimoine ont été l'objet de recherches actives à l'université de Cergy-Pontoise, devenue depuis CY Cergy Paris Université, donc de recherches actives depuis maintenant une dizaine d'années, en particulier sous l'impulsion du LABEX Patrima, pour patrimoine matériel, qui est devenu qui a été relayé par la Fondation des sciences du patrimoine. Voilà, donc je dirais que cet environnement a créé un écosystème favorable et c'est là-dedans que s'inscrit le parcours finalement qui m'a conduit jusqu'au projet Patrimonialité, avec deux chantiers de recherche qui sont déterminants de mon côté et dont je vais vous dire deux mots. Alors de mon côté, j'appartiens au laboratoire LT2D, hein, qui réunit sciences du langage, lexicographie, études du dictionnaire, analyse du discours, analyse des médias et approche des textes littéraires. Le premier programme qui m'a rapproché du côté de la patrimonialité ou de la patrimonialisation, c'est le projet Patrimef pour patrimonialisation des éphémères, dont je suis depuis 2013 l'un des coporteurs avec ma collègue de Cergy, Florence Ferrand, qui est une spécialiste de littérature du XVIIIe siècle. Ce projet Patrimef visait et vise toujours à étudier et à valoriser le patrimoine encore méconnu des éphémères. Alors, que sont les éphémères? Souvent, on me pose la question quand je parle de ce programme. Eh bien, ce sont tous les petits imprimés du quotidien, voués la plupart du temps au rebut, en tout cas dans leur destination initiale, des tracts, des affiches, des étiquettes, des prospectus, des menus, etc. Tous ces petits papiers, ces petits documents qui font la vie quotidienne, qui font la vie culturelle, qui font aussi la vie littéraire, et c'est bien ça qui nous a amené vers cette étude, et voilà, qui sont destinés à la péremption apparemment, mais qui sont pourtant massivement conservés dans nos bibliothèques, dans nos archives et dans nos musées, et qui sont évidemment des témoignages extrêmement précieux pour une histoire culturelle et littéraire en particulier. Donc le but de ce projet était de promouvoir la réflexion sur les éphémères en tant que source majeure pour une histoire culturelle par le bas, en quelque sorte.
par les pratiques, par les usages, une histoire culturelle du quotidien, des pratiques, des usages qui restent encore en grande partie à écrire. Sur un plan plus réflexif, le but de notre projet, c'était aussi de problématiser la notion même de patrimonialisation, si paradoxale dans le cas des éphémères, parce que s'il y a bien un objet dont la patrimonialisation n'est pas évidente et parfois contradictoire, ce sont bien ceux-là. Pour la littérature, en tout cas, les éphémères représentent bien souvent ce que j'appellerais des ovnis, des objets documentaires non identifiés, ou en tout cas mal identifiés, et qui représentent pourtant des corpus importants, de plus en plus valorisés dans les institutions de conservation. Les éphémères ont par ailleurs une affinité particulière avec certaines formes littéraires, les écrits sur l'art, les écrits polémiques, correspondances, chansons, poèmes, satires, programmes de théâtre, etc. Tous ces éphémères, tous ces documents se glissent dans des supports qui sont essentiels à la vie même de la littérature, comme les bandeaux éditoriaux, les prières d'insérés, les programmes de théâtre, les menus de banquets littéraires, les invitations, les affiches. Et sur un plan plus générique, on peut aussi interroger leur lien avec des notions telles que la paralittérature, la littérature populaire. Et les écrits éphémères, de manière plus générale, peuvent aussi occuper une place fondamentale dans la vie littéraire. Par exemple, au XVIIIe siècle, pour la naissance de la critique d'art, ça c'est un pan que Florence Ferrand avait bien étudié, ou au XIXe siècle, pardon, pour la poétique des avant-gardes, et ça c'est un aspect qui m'intéressait davantage. Donc, en ce sens, s'intéresser à la patrimonialisation des éphémères, c'est mettre en lumière des corpus qui tranchent avec des objets plus communément étudiés en littérature, comme les livres, les revues ou les manuscrits. Ce programme a abouti à deux publications. La première, vous trouverez toute une série de liens sur le site Fabula, à partir d'une page d'atelier sur les éphémères et des actes de colloque qu'on avait réunis, et une publication plus thématique autour de la notion d'événement, comment les éphémères contribuent à construire l'événement, que ce soit du point de vue de l'histoire de l'art ou de la littérature. L'autre grand chantier, l'autre grande perspective qui m'intéresse et qui recoupe un petit peu ce que Claude a présenté, c'est une série de séminaires finalement, qui sont peut-être plus en rapport avec les questions qui nous rassemblent. Une série de séminaires qui s'est tenue depuis plusieurs années à Cergy-Pontoise, autour des rapports entre les écrivains et les lieux ou les objets emblématiques du patrimoine. Et donc, à mon arrivée à Cergy en 2011, les chercheurs en littérature de mon laboratoire, et donc Catherine Maillot en tête, qui est ici, avait lancé un séminaire consacré aux musées vus ou réécrits par les écrivains, une démarche qui aboutit au volume Quand les écrivains font leur musée, coordonné par Catherine Maillot, c'est publié en 2017. À partir de 2013, nous avons poursuivi l'enquête en direction des bibliothèques d'écrivains, considérées à la fois comme des lieux de création, la bibliothèque comme atelier où lecture et écriture se rejoignent, comme lieu de patrimonialisation et d'organisation, la bibliothèque d'écrivains comme collection ou fonds qui se transmet, ou pas d'ailleurs, d'un écrivain privé à une institution publique, et la bibliothèque comme lieu d'échange ou de réseau, avec l'idée que toute bibliothèque, au fond, présuppose l'ouverture à d'autres bibliothèques dans une intertextualité presque infinie. La représentation sociale, médiatique, mythique de l'écrivain encourageait d'ailleurs le sujet, puisque le portrait ou la photographie de l'écrivain dans sa bibliothèque, ou du moins entouré de ses livres, est devenu un véritable stéréotype. Que nos écrans, nos fonds zoomesques le prouvent, nous reconduisons assez volontiers. Ces perspectives, d'ailleurs, elles ont été brassées dans un séminaire qui a couru sur 2 ans, donc 2013-2014, séminaire qui s'est conclu par un colloque, j'ai ici mis l'affiche, organisé fin 2014. Donc quelques années de rencontres, d'échanges scientifiques qui ont abouti à la publication d'un volume sur les bibliothèques d'écrivains qui était coordonné par Catherine Maillot, Anne Verdure-Marie et moi. Voilà. Donc avec les bibliothèques d'écrivains, les éphémères, il est possible d'envisager la transmission, la patrimonialisation culturelle à partir d'objets qui sont a priori opposés. D'un côté, le champ du livre, de l'accumulation, de la mémoire, de la classification, de l'autre, la fiche du non-livre, de la dispersion du mineur en quelque sorte. Mais ces deux domaines, me semble-t-il, problématisent les notions même de conservation, de patrimoine, d'auteur, de corpus. C'est ainsi que les bibliothèques d'écrivains, par exemple, se révèlent
des lieux d'instabilité aussi de la mémoire et des savoirs, des lieux de circulation imprévisibles des références, et des lieux d'usage sauvage des textes par une lecture qui est souvent créatrice et recréatrice. Quant aux éphémères, malgré leur nom, eh bien, ils s'imposent dans les institutions de conservation, comme des objets foisonnants, massifs, qui découvrent les temps longs de la transmission mémorielle et qui invitent à penser les phénomènes culturels en termes de réseau et de sérialité, très souvent. Donc s'intéresser à ces terrains-là, pour moi, c'était examiner comment une part de la littérature se construit, se propage, se transmet, s'archive, et d'entrer, pour reprendre le titre de Nathalie Hennig, dans la fabrique du patrimoine, en tout cas du patrimoine littéraire. Voilà, donc après le musée, la bibliothèque, comme Claude vous l'a rappelé, ce sont les archives d'écrivains qu'un nouveau séminaire, coordonné avec Catherine Maillot et avec Claude Coste, a entrepris d'examiner depuis quelques années. Voilà, donc cette série de séminaires, je m'arrête ici, abordait déjà, même si elle ne faisait pas frontalement, les questions qui sont au cœur de notre projet. Par quelle voie, par quels artefacts la littérature se fait-elle patrimoine? Quelles sont les institutions qui président à cette patrimonialisation? Comment les textes littéraires participent-ils en retour de la patrimonialisation de certains lieux, le musée, la rue, la ville, ou de certains objets comme le brouillon, la carte postale? Et de manière plus marginale mais significative, certaines études peuvent suggérer que le discours littéraire peut aussi agir comme un discours subversif, anti-patrimonial. Je songe, pour l'avoir étudié, à la manière dont un livre de Yves Bonnefoy, Le Grand Espace, met le Grand Louvre en pièces, en quelque sorte, en substituant au musée officiel un espace onirique. Je vous montre juste un petit exemple de bibliothèque d'écrivains canonique, en quelque sorte, parce qu'elle, c'est la bibliothèque de Valérie Larbaud, où la bibliothèque privée, personnelle, est, dès le vivant de l'auteur, pensée comme un objet patrimonial en vue de sa transmission. Valérie Larbaud appelait sa bibliothèque la larbaldienne, sous le modèle de la Mazarine ou de la bibliothèque ambrosienne, et donc elle est pensée de cette manière très, très, très tôt. Vous avez ici le plan de sa bibliothèque dans la propriété familiale appelée la Thébaïde, tout un programme. Puis la bibliothèque a déménagé dans son petit château de Valbois, dans l'Allier. Et pour finir, c'est la médiathèque de Vichy qui a reconstitué, en quelque sorte, la bibliothèque de Larbaud et son bureau que vous avez sous les yeux. Quant au grand espace d'Yves Bonnefoy, sur lequel je conclurai, c'est au contraire cette fois la manière de déstructurer un lieu patrimonial consacré pour lui substituer une rêverie sauvage et vagabonde. Voilà. Alors, de mon côté, l'intérêt que je porte à la double orientation qu'on a donnée à ce séminaire, elle vient voilà, d'un parcours qui s'est fait au fil des années, et je dirais depuis à peu près une dizaine d'années, avec des axes de recherche qui se sont, de façon un peu surprenante, parce que je ne m'y attendais pas vraiment, assez rapidement combinés, ce qui me donne à penser que cette bipartition entre patrimonialisation de la littérature et patrimonialisation par la littérature, dans plusieurs des cas de figure que j'ai été amené à aborder, elle se chevauche, mais elle avait au moins l'intérêt de pouvoir poser deux colonnes, ce qui est toujours bien au début à l'entrée d'un temple, ça en impose et tout. Mais au fond, finalement, je pense qu'on sera tous amenés à se rendre compte plus ou moins rapidement que c'est une bipartition qui n'a un intérêt que de commodité et pour faciliter l'appréhension de certains phénomènes. Alors, en ce qui me concerne, les choses, je dirais, ont probablement commencé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'iconographie des écrivains et en particulier à leur photographie, avec plusieurs publications collectives sur le sujet, notamment un colloque organisé en 2014 déjà à Cerisy, qui était consacré aux photographies d'écrivains. Et cet intérêt pour les photographies d'écrivains, leur circulation et leurs usages différenciés, a attiré mon attention sur des livres que j'avais lus en tant qu'étudiant, que je connaissais vaguement, dont j'avais déjà voilà, feuilleté ou lu plus attentivement des exemplaires lorsque je souhaitais découvrir un auteur ou lorsque je souhaitais avoir plus de renseignements sur un auteur. C'est toutes ces collections de monographies illustrées consacrées aux écrivains qui ont commencé à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale et qui se sont prolongées, je dirais,
jusqu'au début des années 80, avec quelques avatars jusqu'à aujourd'hui. Des collections comme Poètes d'aujourd'hui, Écrivains de toujours, les albums de la Pléiade, ou une collection comme Les Contemporains, un peu plus tardive, aux éditions du Seuil. J'ai eu l'occasion de pouvoir coordonner un programme de recherche en collaboration avec Jérôme Mézot, René Audet et Dominique Minguenot, qui a donné lieu à plusieurs publications collectives. Certaines vont encore arriver, et dans le cadre de ce programme, on a beaucoup travaillé également avec Mathilde Labbé et Marcela Sibiorska, qui a réalisé sa thèse de doctorat dans ce contexte en consacrant sa recherche, elle vous l'expliquera dans un instant, spécifiquement à la collection des albums de la Pléiade. Alors, parallèlement à ce programme, j'ai été amené à m'intéresser à un autre mode de patrimonialisation de la littérature, à savoir l'exposition, et dans une perspective un petit peu différente, puisque là, il s'agissait de la difficulté à laquelle je me suis trouvé confronté avec une série de collègues, de travaux pratiques en quelque sorte, puisque cet intérêt est né de la découverte de tout ce qui impliquait l'organisation d'une exposition, au moment où, avec d'autres collègues, on a mis sur pied une assez conséquente exposition au Musée Royal de Marimont en Belgique en 2012. Et devant la difficulté, les difficultés multiples que nous avions rencontrées, avec Sofiane Lagouati, qui travaillait au musée de Marimont et qui a organisé cette exposition avec moi, on s'est dit, mais tiens, en tant que littéraire, on attend de nous que nous nous adressions à un public plus large que celui des seuls cercles académiques, et l'une des solutions, je dirais en quelque sorte les plus évidentes, c'est l'exposition. Mais le fait est que l'exposition, ça implique plusieurs métiers, et c'est vraiment un métier à part entière, et on n'est pas formé pour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation? Eh bien, on a réfléchi en tant que chercheur et praticien, puisque lui travaille dans un musée, et on a décidé de mettre en forme, de concevoir une plateforme qui s'appelle Littérature Mode d'emploi, sur laquelle on essaye de fédérer les interrogations, les recherches sur l'exposition de la littérature et du livre au sens large. Alors, sur ce site web que vous pouvez visiter si vous le souhaitez, on trouve des expositions en ligne. On trouve également une bibliothèque de documents, alors qu'il s'agisse de catalogues d'expositions anciens, de livrets de visiteurs. Donc, il y a quelques éphémères qu'on peut trouver en libre accès sur le site. On essaie de suivre l'agenda des expositions et l'actualité de la recherche sur le sujet. Et je dirais que les deux parties les plus actives du site, c'est l'explorateur littéraire. Passez au slide suivant, Olivier. Merci. Qui est un carnet de visite d'exposition qui est actif depuis maintenant un certain nombre d'années, où donc vous pouvez lire des comptes rendus d'exposition agrémentés de photographies. Et depuis peu, on a développé dans cette partie du site une rubrique entretien dans laquelle on réalise de courts entretiens avec des artistes, des commissaires d'exposition au sujet d'une exposition particulière. Et dans le prolongement du développement de cette plateforme, on a trouvé utile de mettre en place un réseau également, cette fois plus restreint nécessairement que celui dont nous parlons aujourd'hui, Patrimonialité, un réseau qui réunit l'ensemble des chercheurs, idéalement qui travaillent sur l'exposition de la littérature et du livre. Alors, vous découvrirez ce qu'il y a dans le site à ce sujet, mais donc on a organisé un certain nombre de journées d'études depuis 2016, je pense, dont une il y a 1 an et demi, 2 ans et demi déjà, je ne sais plus, consacrée aux commissariats d'exposition qui sont confiés par des musées à des écrivains. Il y en a eu toute une série au Louvre notamment, il y en a actuellement à l'IMEC, et donc ça fait partie des recherches qu'on mène dans ce contexte. Et une des séances du séminaire qui commence aujourd'hui sera précisément consacrée aux différentes formes, parce qu'elles sont très nombreuses et très variées, d'exposition de la littérature et du livre. Isabelle Roussel-Gillet, qui n'est pas là aujourd'hui,
y prendra part, de même qu'Aurélie Mouton-Rézoux de la Sorbonne. Alors, dans le prolongement de ces recherches, on a souhaité, avec Marcella et Mathilde, lancer il y a quelques mois un numéro de la revue Culture et Musée sur la patrimonialisation de la littérature. Et on a pris conscience devant l'énorme succès de cet appel. Le nombre de propositions et de propositions de grande qualité qu'on a reçues était vraiment, on en était ravis, vraiment très frappant. Et ça nous a renforcé dans la conviction que nous avions déjà un petit peu de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à mettre en place un réseau permettant à tous ces chercheurs que nous découvrions, dont nous découvrions qu'ils travaillaient sur des questions connexes aux nôtres, qui permettent donc un réseau qui permette à tous ces chercheurs d'interagir efficacement pour pouvoir monter des collaborations et en quelque sorte améliorer leur travail et puis constituer et développer une communauté, ce qui est plus que jamais aujourd'hui nécessaire et important. Et enfin, le dernier volet de mes recherches que j'aurais souhaité évoquer touche à ce que j'ai proposé d'appeler les portraits de pays. Ça fait une dizaine d'années à peu près que je travaille sur des ouvrages de ce type, sur lesquels je suis tombé un petit peu par hasard et dont j'ai constaté qu'ils formaient un genre à part entière, un genre pas tout à fait littéraire, puisqu'il existe en réalité différentes formes médiatiques de ce genre, et qui est en fait un genre très très simple et sommaire, qui consiste simplement à décrire une entité territoriale, le plus souvent un pays, une ville ou une région. Et le biais par lequel j'ai commencé à m'intéresser à ces ouvrages, c'est à ce genre, c'est à travers des albums photographiques accompagnés de textes d'écrivains, publiés, je dirais, ça commence dans l'entre-deux-guerres, dans le domaine francophone, et ça éclate véritablement durant les 30 Glorieuses. On constate qu'il y a une multiplication des collections de ce type chez des tas d'éditeurs, essentiellement en France et en Suisse, un petit peu en Belgique aussi. Je ne sais pas quelle est la situation dans les autres pays francophones, mais enfin, ça a l'air d'être un phénomène assez généralisé, puisque je sais par mes collègues italianisants de Louvain qu'il existe des collections tout à fait comparables en Italie. Ce sont des ouvrages qui se sont notamment fortement développés pendant les 30 Glorieuses, puisqu'il y a eu en même temps, parallèlement, le boom de l'industrie, du tourisme en réalité, du tourisme de masse notamment, et ces ouvrages contribuent très largement pour la plupart de ces collections à mettre en valeur le patrimoine, alors le patrimoine ethnographique, architectural essentiellement. Il y a certaines collections où vous avez l'impression que, un peu comme dans les guides bleus, il n'y a pas d'habitants, mais il n'y a que des monuments. Hein. Donc voilà, j'ai été amené à travailler sur ces collections. En ce moment, je coordonne avec plusieurs collègues, Jean-Pierre Montier, Galia Janoszewski qui est parmi nous et François Valenton de l'Université de Lausanne, un programme de recherche sur ces ouvrages. Voilà pour ce qui me concerne. Alors pour ma part, donc comme David l'a déjà expliqué, mes intérêts de recherche sont très proches des siens, vu que j'ai effectué ma thèse sous sa direction et aussi celle de Dominique Magno sur donc, les albums de la Pléiade. Alors je vais faire un petit détour Pléiade ici parce que c'est une collection assez particulière à bien des égards et elle permet d'aborder la patrimonialisation par des aspects assez spécifiques. Notamment parce qu'elle est intimement liée à la bibliothèque de la Pléiade de Gallimard, mais en même temps, elle revêt une fonction publicitaire, puisque ces albums sont offerts à l'achat de 3 volumes de la Pléiade aux lecteurs, et puis ils sont aussi offerts, enfin surtout, ils sont offerts pendant la quinzaine de la Pléiade, qui est déjà en soi un événement promotionnel. Alors, au sein de ce programme évoqué par David sur les collections de monographies de poche, ces albums se démarquaient face au reste du corpus. Alors d'abord, en raison de cette impossibilité d'achat qui les rend beaucoup moins accessibles que les autres collections qui étaient tout de même assez axées sur la démocratisation de la culture, mais aussi parce qu'il ne s'agit en fait pas d'une collection de poche, mais plutôt d'une série d'objets de luxe. Alors à cela s'ajoute le fait que les albums sont très richement illustrés, comme vous pouvez le voir sur ce PowerPoint, ce qui rejoint donc cette dimension de la patrimonialisation de l'écrivain par l'iconographie,
Mais par contre, ça se passe au sein d'une marque littéraire qui est connue pour son aversion presque aux images, en tout cas très peu illustrée. Et donc cet enjeu de patrimonialisation de la littérature est ici pris entre deux phénomènes, on peut dire deux objectifs éditoriaux. Le premier étant celui de la consécration des auteurs par leur publication dans une collection souvent qualifiée de panthéon littéraire, et donc aussi, par extension, la patrimonialisation par le biais de l'objet livre, par la collection aussi. Et puis, de l'autre côté aussi, celui d'une campagne publicitaire éditoriale de longue haleine, puisqu'elle dure quand même près de 60 ans déjà. Alors, il en résulte que les albums sont un terrain très propice pour observer la manière dont s'opère la patrimonialisation éditoriale, qui, dans leur cas, est constamment confrontée aux tabous qui accompagnent le commerce de la culture. Alors, mon autre sujet de recherche qui touche à la patrimonialisation, ce sont aussi les portraits de pays, à une échelle plus réduite, puisque jusqu'à présent, je me suis concentrée sur les portraits de pays et de villes illustrés parus à la Guilde du Livre, qui est un club de livres, plus tard devenu, enfin tout de suite même devenu maison d'édition à Lausanne, et qui s'est assez rapidement établi sur le marché entre les années 30 et 70, en publiant des ouvrages de haute qualité, graphique, mais aussi littéraire, à des prix relativement accessibles. Et donc, les enjeux de cette collection d'albums à la Guilde sont ceux que décrivait David plus tôt, à savoir de promouvoir les lieux en montrant notamment leur attrait touristique ou leur histoire ou encore leurs coutumes, en recourant aux services d'écrivains généralement assez reconnus et en alliant leurs plumes au travail de photographes qui servaient des réalisations de grande qualité. Donc, ces albums, en termes de qualité artistique, dépassaient de loin les guides touristiques. Et en même temps, ces albums ont compté parmi les meilleures ventes de la Guilde du Livre, ce qui permet encore une fois de lier cette fonction patrimonialisante, cette fois-ci de ces livres, à leur rôle parapublicitaire, qu'on peut lier aussi bien à la promotion touristique des lieux qu'à la promotion éditoriale. Mathilde, je te cède la parole. Merci Marcella. Pour ma part, en remerciant Claude et Olivier de nous accueillir virtuellement à Cergy, je voudrais dire tout mon intérêt pour les travaux qui ont été menés dans le cadre des séminaires successifs dont ils ont parlé. Et donc, je suis vraiment très heureuse de voir se monter ce séminaire patrimonialité qui nous rassemble par bien des aspects. La notion de patrimonialisation, je m'y suis d'abord intéressée en m'interrogeant sur la formation de la culture littéraire scolaire, puis sur les modalités d'institutionnalisation de la figure de l'œuvre de Baudelaire. C'était mon sujet de thèse. Un premier chantier qui a été mené en bonne partie grâce aux outils conceptuels développés par Dominique Poulot et Jean Davalon pour la patrimonialisation des œuvres plastiques à l'époque. Et c'est aussi un chantier qui m'a permis de découvrir les travaux menés à Cergy par le biais de la journée de 2012 sur les rapports entre les écrivains et les musées organisés par Catherine Maillot. Je m'étais alors intéressée à différents projets de musées qui ont échoué, des musées Baudelaire. Et au même moment, juste après, j'ai eu le plaisir d'être invitée par David à collaborer au projet dont il a parlé, qu'il lançait sur les collections de monographies illustrées. Et dans le cadre de ce projet, je me suis tout particulièrement intéressée aux écrivains de toujours et aux poètes d'aujourd'hui, dont on voit ici 4 numéros, en fait 2 ou 3 numéros selon la manière dont on compte. Donc c'est la collection lancée par Pierre Segers, une collection dont l'histoire et le catalogue donnent à voir toute une époque de compagnonnage poétique, puisque l'éditeur s'est vraiment mis au service des poètes, et peut-être pas seulement, comme nous le dira plus tard Marianne. C'est donc tout à la fois un outil de patrimonialisation, cette collection, et aussi un lieu de réflexion sur les modalités de constitution de la culture poétique. Segers visait, il me semble, à travers cette collection, à court-circuiter les mécanismes de la reconnaissance littéraire les plus traditionnels, en agissant comme un accélérateur de patrimonialisation. Donc il y avait, je pense, chez lui une véritable conscience de ce qu'il était en train de faire
Et j'ai mis ces exemples sur le PowerPoint pour qu'on puisse bien voir la manière dont les poètes s'inscrivaient dans la collection de manière évolutive. Donc, Philippe Jacotet est d'abord l'auteur d'un ouvrage portant sur Gustave Roux, avec qui il a eu une longue correspondance et beaucoup d'échanges. Cet ouvrage, on en voit la première édition en jaune en haut à gauche. Il a été réédité dans une nouvelle version de la collection dans les années 2000 en bleu. Mais ensuite, il est devenu lui-même l'objet d'un ouvrage dans cette même collection, d'abord par Alain Clerval, puis par Jean-Luc Steinmetz. Peu après, j'ai été conduite à aborder la question de la patrimonialisation de la littérature et d'autres arts par une troisième entrée, celle des sociétés savantes, qui non seulement contribuent à la patrimonialisation, mais en font aussi un de leurs objectifs. C'est dans le cadre de ma participation aux activités de la Société des études romantiques et 19e que j'ai contribué à la coordination d'un réseau de sociétés savantes, le comité de liaison 19e, qui m'a permis d'entrevoir tout l'intérêt d'une approche par ce public actif des œuvres. Et c'est avec cette idée que je suis revenue aux questions de patrimonialisation, de commémoration qui m'avaient intéressée dans la constitution de Baudelaire en figure nationale, et que j'ai développée à l'Université de Nantes, en collaboration avec différents collègues du laboratoire L'Antique, le Moderne, qui s'appelle aujourd'hui Littérature antique et moderne, et des collègues de l'école centrale aussi. Nous avons développé un programme de recherche sur la littérature dans l'espace public, que l'on peut entendre à la fois dans sa dimension matérielle, celle de la rue, et dans sa dimension symbolique, ce que j'appellerais le canon littéraire républicain. Dans ce cadre, j'ai organisé des journées consacrées au lieu de la mémoire littéraire et à la manière dont les écrivains sont monumentalisés, journées qui ont été suivies par un dossier de la revue Recherches et Travaux, voilà, sur ces ancrages territoriaux des figures littéraires, et dans lequel d'ailleurs sont intervenus plusieurs chercheurs et chercheuses ici présents, David, Carole, Delphine, Marie-Clémence. Cette enquête sur les monuments et sur la monumentalisation de la littérature se poursuit à présent via un séminaire et via une base de données qui sera bientôt en ligne. C'est la page suivante où on voit quelques petites fiches sur des différents monuments, à la fois des statues qu'on peut trouver dans l'espace public, mais aussi des maisons qui ont été patrimonialisées ou encore des plaques commémoratives. Donc, une base de données, un séminaire permettant d'explorer différents aspects de ces lieux de la mémoire, et un colloque dans un peu plus d'1 mois sur la promenade littéraire, envisagée pour sa dimension mémorielle autant que pour ses aspects géographiques et médiatiques, ainsi qu'une exposition à partir des archives Cadou de la bibliothèque de Nantes. Dans ce cadre, c'est autant la patrimonialisation de la littérature que la patrimonialisation par la littérature qui est envisagée. À partir de ce travail, j'ai initié avec Aude Jeannereau une petite rubrique sur les commémorations de figures 19e dans le magasin du 19e siècle, pour donner un espace à une réflexion critique sur les commémorations de l'année juste écoulée, les tentatives de panthéonisation et ce genre de choses. Et c'est également à partir des travaux menés dans le cadre de ce projet que j'ai proposé au laboratoire Littératures antiques et modernes, son nouveau nom, la création d'un axe patrimoine littéraire et médiatisation qui verra le jour au printemps. De manière complémentaire à cette approche de la commémoration par le monument, j'ai commencé à explorer ce que l'étude des réseaux qui organisent la commémoration, dont on voit un petit exemple ici, pouvait nous apprendre du processus de patrimonialisation, et en particulier du rôle qu'il joue dans la vie culturelle de la nation. Donc ce qu'on voit ici, tout n'est pas légendé parce que sinon c'est illisible, c'est un extrait des monuments consacrés à Victor Hugo, et ce que la base de données essaie de mettre en évidence, c'est la manière dont différents commanditaires sont impliqués dans la constitution de ces monuments et dont ils peuvent se déplacer d'un auteur à un autre, d'un monument à un autre. Finalement, on voit qu'il y a des acteurs de la patrimonialisation pour qui, au fond, les écrivains sont presque indifférents et qui se font fort de mettre en valeur la littérature dans l'espace public. Cette diversité d'objets a construit peu à peu sa cohérence autour de la notion de la patrimonialisation, en même temps que je me découvrais des questions communes avec nombre de collègues ici présents. Et donc,
Avec ce constat, et puis en travaillant avec David et Marcella à la réunion des articles sur les modes de patrimonialisation de la littérature pour ce numéro de Culture et Musée, je crois que devient évidente la nécessité, pour traiter ces questions, de réunir des spécialités très diverses et des expertises complémentaires, aussi bien monographiques que théoriques. Donc, espérant que le réseau Patrimonialité permettra de multiplier ces croisements féconds, j'en profite pour vous inviter à nous communiquer des informations sur vous et sur vos travaux que nous pourrons mettre en ligne sur le carnet de recherche que nous avons créé pour le réseau Patrimonialité. Alors, on en voit un tout petit extrait, il n'est pas encore dans sa version définitive parce qu'il y a tout un travail qui est en train d'être fait sur un logo et aussi sur des illustrations. Mais vous avez ici un petit extrait, je me suis permis de mettre ta fiche, Olivier. Vous voyez qu'on a prévu un espace annuaire dans lequel on peut indiquer quelques informations succinctes permettant à la fois de vous joindre et d'identifier vos travaux. Vous pouvez nous indiquer par mail, et vous pouvez très bien me l'envoyer, mais si vous l'envoyez à l'un ou l'autre membre du séminaire, on me fera suivre, nous indiquer un identifiant hypothèse, si vous en avez un, ce qui vous permettra de remplir vous-même votre fiche au fond, ou bien une adresse à laquelle vous joindre et associer un compte hypothèse. Et puis, si vous voulez figurer dans l'annuaire, vous pouvez envoyer votre institution de rattachement, vos thématiques de recherche, et disons 4 ou 5 publications parmi les plus importantes. Enfin, c'est pas un nombre, c'est pas une limite absolue. Voilà, et merci à vous. Et donc, je repasse la parole à David. Merci beaucoup. Donc voilà, on voulait, comme vous l'avez probablement bien compris, expliquer un peu quels sont les éléments de notre parcours qui nous ont conduits à ce moment-ci, ce moment de présentation et de fondation du réseau Patrimonialité. Au fond, c'est un projet qui est né de la prise de connaissance qu'il existait un séminaire à Cergy, de la rencontre avec Claude et Olivier et du désir que nous avions encore un peu en gestation avec Mathilde et Marcella disons, de créer une possibilité d'organiser ces recherches et de les favoriser par des contacts. Donc ça s'est passé voilà, pendant le premier confinement. On a divisé, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, en 2 axes les perspectives dans lesquelles on pourrait inscrire les travaux de patrimonialité, mais comme je vous l'ai déjà dit, ces 2 axes sont vraiment à relativiser. Plusieurs des recherches qui vous ont été présentées en réalité relèvent des deux perspectives. On ne va pas, disons, approfondir le déploiement de l'argumentaire que nous vous avons proposé pour Muséalité et qui sert un petit peu de base de travail, mais une base de travail, ça peut aussi bien être bousillé, et je pense que d'ici quelques semaines, ce sera quelque chose qui sera complètement caduc, mais il faut bien un point de départ. Et bon, ce séminaire aurait dû idéalement avoir lieu à Cergy, comme on vous l'a dit. Il a lieu au moins pour ses débuts en ligne. On enregistrera chaque séance de façon à permettre à des personnes qui ne pourraient pas assister en direct aux séances d'en prendre connaissance. Et donc, ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est créer une chaîne YouTube sur laquelle les vidéos seront rendues accessibles et puis les vidéos seront embarquées sur le carnet hypothèse que vient de vous présenter Mathilde. Alors, le carnet, pour l'instant, et même de manière générale, le réseau et le séminaire, à l'exception des premières semaines, on n'a pas voulu arrêter complètement les choses. Donc, c'est presque délibérément qu'on l'a laissé en chantier parce qu'on souhaitait pouvoir échanger avec vous, voir quels étaient vos centres d'intérêt, voir quels étaient aussi, entendre quels sont vos souhaits, vos envies, de façon à configurer cette plateforme qu'on conçoit vraiment comme un outil de travail en fonction de ce qui vous paraît le plus utile ou pertinent par rapport à vos recherches personnelles et aux recherches que vous souhaiteriez à l'avenir, dans un avenir
proche, de moyen terme ou plus lointain, développés. C'est une des raisons pour lesquelles la section consacrée à l'annuaire peut être intéressante, parce que pour quelqu'un qui ne vous connaît pas tous, et c'est le cas d'à peu près tout le monde, je pense, à ce stade-ci, il peut être intéressant, voilà, de savoir qui travaille sur quoi, de pouvoir éventuellement accéder à telle ou telle publication. Donc, je pense que c'est vraiment important et intéressant de remplir cet annuaire. Et je pense que d'ailleurs, le simple lancement de l'annonce d'existence de ce séminaire et de ce réseau a déjà eu un effet je dirais, réticulaire, puisque pas plus tard qu'il y a 48 heures, j'ai reçu, je l'expliquais avant qu'on ne lance la réunion, à Olivier, Claude, Mathilde et Marcella, j'ai reçu un mail de Philippe Roussin de l'EHESS qui m'a envoyé un article tout fraîchement paru dans la revue Politica, où il met en parallèle, avec un regard assez critique, les notions de patrimoine et de contemporain. Et donc, je vous enverrai à tous, si ce n'est pas déjà fait, si vous allez au début de la discussion, vous trouverez peut-être le lien vers son article, dont je vous recommande fortement la lecture. Et donc, voilà, c'est déjà un premier pas. Enfin, je suppose qu'il m'a écrit parce qu'il a vu l'annonce du lancement de ce séminaire. J'en sais rien parce qu'il ne me l'a pas précisé, mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse tous partager le travail qu'on fait, et le simple fait de savoir qui travaille sur quoi et comment, et qui compte travailler sur quoi prochainement, eh bien pourra, je pense, si on s'organise bien, et on va bien s'organiser, être profitable à tout le monde. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a souhaité vous proposer, à celles et ceux qui le souhaitent, bien entendu, voilà, c'est l'article en question que j'évoquais, c'est dans cette optique qu'on souhaitait vous proposer à celles et ceux qui le souhaiteraient, et on espère que ce sera le cas pour tout le monde, eh bien de nous dire en 2 mots et de dire à tout le monde ce sur quoi vous travaillez, qui est en lien avec la question patrimoniale, de façon à ce qu'on puisse réfléchir à une façon d'organiser le réseau et d'organiser notamment la plateforme qu'on est en train de mettre en place sur hypothèse, puisque ça se fera en grande partie. On a quelques idées, mais on ne les a pas encore formalisées parce qu'elles sont peut-être amenées à changer en fonction de ce que vous nous direz. Voilà, j'ai commencé une phrase et puis je ne vois plus où je voulais en venir, mais enfin, vous voyez l'idée. Donc maintenant, c'est à vous, en quelque sorte, si vous le voulez bien, de nous dire un petit peu pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a amené à être là, et qu'est-ce que vous souhaiteriez idéalement pour le réseau, qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter, qu'est-ce que vous en attendriez, voilà, etc. Alors, comment on lance le tour de parole? Vous voulez lever la main virtuellement, réellement? On vous prend par ordre alphabétique? On fait ça comment? Catherine. J'allais te proposer de te lancer, comme tu es quand même impliquée à Cergy. Donc, je coupe. Oui, bon, écoute, oui. Bon, je veux bien prendre la parole si vous m'entendez bien, parce que, pour ne rien vous cacher, je suis à Cannes, au bord de la mer. Mais pas pour m'amuser, à vrai dire. Donc, je suis très heureuse de vous rejoindre là, et je remercie Olivier. Je n'ai même pas eu le temps d'écrire à Olivier pour le remercier de m'avoir donné le lien pour que je puisse me connecter aujourd'hui. Alors, évidemment, tout ce que j'entends depuis le début me réjouit. D'abord parce que je retrouve des visages connus au fil du temps, que je vois des tressages scientifiques qui se créent entre des filons qui avaient été explorés précédemment et puis des nouveaux qui naissent. J'ai trouvé tout ce que vous avez dit les uns et les autres extrêmement intéressant. Je n'ai pas construit évidemment de propos à vous tenir. Sachez même que les retraités sont absolument débordés de travail. Donc, je me joins à vous et j'espère pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre, mais je pense que j'y suis déjà quelque part. Je voudrais dire 2 points, puisque Claude avait évoqué les doctorants
je crois, enfin des doctorantes qui suivent actuellement ou qui viennent de soutenir, mais qu'il y a au moins 2 personnes auxquelles je pense qui pourraient se joindre à ce réseau et apporter quelque chose, peut-être en ouvrant encore un tout petit peu le panel de tout ce que vous avez dit. Je trouve très intéressant, Mathilde, l'ouverture qui est apportée du côté des musées, des monuments, etc. De même David du côté des expositions, ou bien, je ne sais plus, c'est Marcella du côté des ouvrages. Mais il y a aussi le magazine littéraire, Élodie Chevreux, qui a soutenu sa thèse au mois de juin dernier, a travaillé sur l'histoire éditoriale du magazine littéraire et a réfléchi notamment sur la question de la patrimonialisation de la littérature dont procédait le magazine et qu'il promouvait en même temps. Donc, bon, il peut y avoir là une perspective à apporter, et je pense qu'Élodie, qui s'oriente plutôt a priori vers le milieu des bibliothèques, enfin qui sera plutôt bibliothécaire, sera certainement heureuse de poursuivre avec vous des travaux. Et puis, il y a aussi toute la question des revues. Et je pense à Florence Lebrun, même si elle est peut-être un peu moins proche de l'université, mais ce serait peut-être un biais pour la raccrocher à un centre de recherche, enfin une perspective de recherche dans laquelle elle s'insérerait très bien. Elle a travaillé sur la poésie dans les revues sur une bonne partie sur toute la première moitié du XXe siècle. Et je pense que là aussi, il y aurait quelque chose à apporter. Alors, de mon côté, un petit peu en vrac, il se trouve que depuis 3-4 ans, 4-5 ans, je ne sais plus très bien, mais j'ai aussi organisé des expositions liées à la littérature. Donc ce sujet-là m'intéresse en particulier parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais beaucoup fait au cours de ma carrière, mais est-ce que c'est le temps, est-ce que ce sont les circonstances qui décident? J'avais organisé avec Marianne Froid, et nous avions fait une exposition sur les archives d'André Fresneau avec la bibliothèque Jacques Doucet. Et donc, c'est vrai qu'une exposition pose des problèmes spécifiques dans le lien entre les recherches qu'on a pu mener et puis la manière dont on s'adresse à un public et dont on rend lisible des choses qui parfois peuvent être pointues, parce que l'exposition sur Fresneau n'était pas une exposition basique, ordinaire. C'était déjà assez pointu comme manière de présenter les choses. Et puis, comme maintenant j'habite un peu le sud et que je suis près d'Aix-en-Provence, je travaille beaucoup avec la Fondation Saint-Jean-Perse, qui est donc un lieu d'archives, d'ailleurs où il y a des fonds d'archives qui n'ont pas encore été bien exploités. Ce sont les dossiers de l'écrivain. C'est autre chose que les manuscrits, les correspondances, etc. Mais ce sont les dossiers que lui-même a collectés, en quelque sorte, et resserrés. Mais nous avons aussi fait une exposition l'année dernière sur le voyage en Mongolie qu'avait effectué Saint-Jean-Perse avec d'autres en 1920. Et actuellement, nous faisons aussi une exposition. Donc, une exposition par panneau sur Claudel et Saint-Jean-Perse. Et c'est vrai que la matérialité de l'exposition et le type d'exposition, si ce sont des objets qui sont présentés, des photographies qui sont présentées, ou bien si c'est une exposition par panneau, ce que nous faisons actuellement, pose des problèmes spécifiques sur effectivement la médiatisation. Je pense que c'est Mathilde qui a abordé cette question de la médiatisation de la littérature. Et bon, voilà des sujets qui m'intéressent. Donc, je ne vais pas retenir trop la parole, mais je vais donner mes coordonnées pour que vous me mettiez dans l'annuaire si vous voulez bien me garder parmi vous. Merci. Merci Catherine. Alors, qui se lance? Luca? Jet à l'eau? Allez, c'est parti. Oui, bonjour à tous. Donc, moi aussi, évidemment, je suis assez intéressé par tout ce que j'ai entendu, par ma formation et par ce que j'ai fait jusqu'ici. Je dirais que j'appartiendrais plutôt au côté, à la partie belge du réseau, pour ainsi dire. Et ce que, pour dire d'abord ce sur quoi j'ai travaillé jusqu'ici, qui me rapproche des questions de patrimonialisation, c'est la question des parcs littéraires. C'est-à-dire des initiatives de plus en plus fréquentes tout de même, pas seulement en France, et peut-être pas tellement en France d'ailleurs, mais ça j'y reviendrai peut-être juste après, qui se proposent de paysager la littérature, c'est-à-dire d'articuler l'exposition à une forme de disposition des objets de patrimoine en plein air, dans un espace organisé en périmètre, en zone bien déterminée,
ce qui crée des phénomènes évidemment d'interaction et d'intégration entre les prérogatives de l'exposition, la patrimonialisation de la littérature et d'autres aspects qui peuvent recouper l'écologie, le tourisme et un certain nombre de préoccupations aussi de développement économique local qui sont beaucoup plus patentes dans les parcs littéraires que dans, je vais dire, des maisons d'écrivains ou des institutions muséales qui touchent à la littérature, je vais dire, plus traditionnelle. Et donc, je disais pas seulement en France, parce que c'est une institution qui marche, enfin, qui est très institutionnalisée, surtout pour ce que je peux en savoir jusqu'ici, hein, en Italie et aux États-Unis. Il y a quelques exemples français. Et puis, un parc, évidemment, une exposition de la littérature qui se donne pour parc peut tantôt se rattacher au modèle du parc d'attractions, tantôt se rattacher au modèle du parc naturel, ce qui crée aussi une série de différences et d'implications importantes pour l'exposition et l'image des écrivains et la mémoire des écrivains telle qu'elle est présentée et mise en forme. Donc voilà, c'est surtout dans ce cadre-là que je suis intéressé de participer et de suivre vos travaux. Et donc, du coup, peut-être une suggestion que je pourrais avoir à faire, y compris parce que je vois qu'il y a des collègues italianistes que je connais dans la Réunion, c'est la perspective peut-être un peu plus comparatiste qui pourrait s'ouvrir à des espaces culturels et linguistiques ou des pays différents, tout simplement, sur ces questions-là. Merci Lucas. Peut-être pour celles et ceux que ça intéresserait, depuis 48 heures à peu près, il y a une vidéo de Lucas présentant son travail sur le sujet qu'il vient d'évoquer, qui est en ligne sur le site Littérature Mode d'Emploi, où on a mis l'ensemble des vidéos d'une journée d'études organisée à l'Université d'Artois à Arras le 2 octobre dernier par Marie-Clémence Régnier et Isabelle Roussel-Gillet, qui ne pouvaient pas être présentes parmi nous aujourd'hui parce qu'elles étaient, je pense, avec leurs étudiants et étudiantes. Voilà. Alors, à qui le tour? Jean-Mathieu, tu te lancerais? J'active mon micro. Bonjour à tous. Oui, alors moi aussi j'ai suivi avec attention tout ce qui a été dit sur la genèse, les étapes là, du séminaire d'aujourd'hui, des choses que je connaissais d'autres moins, donc tous ces rappels étaient utiles là, tout à l'heure. Alors moi sur ces questions-là, le cadre, peut-être d'abord dire, je suis en information communication, mais avec un parcours marqué par la science politique et la sociologie de la culture. Donc, j'ai abordé mes objets à partir de ces trois catégories-là. Et actuellement, je travaille essentiellement sur la bande dessinée. Et c'est ça qui m'amène vers un réseau comme celui-ci, sur la bande dessinée avec deux axes. Il y a un axe sur la bande dessinée qui rejoint nos préoccupations communes, j'imagine, c'est autour de l'exposition. L'exposition comme indicateur de la reconnaissance sociale et culturelle de la bande dessinée, mais aussi les effets de l'exposition sur cette forme qu'est la bande dessinée, sa reconnaissance, comme je vous disais à l'instant, mais c'est aussi ses effets, par exemple, sur la matérialité de l'œuvre. C'est quoi une œuvre de bande dessinée? Quelle est sa matérialité? Eh ben, l'exposition transforme sans doute le regard qu'on a sur ces questions-là. Est-ce que c'est un livre imprimé? Est-ce que c'est une planche originale? Est-ce que c'est quelque chose d'intermédiaire entre tout ça? Ou quelque chose qu'on peut matérialiser comme ça, sous forme de statue ou de décor dans une exposition? Donc, c'est sous cet angle-là. Donc, ce n'est pas forcément directement sous l'angle de la patrimonialisation que j'ai travaillé sur les expositions de bande dessinée, mais évidemment, ça rejoint ces aspects. Il y a un autre chantier que j'ai sur la bande dessinée, c'est autour des anthologies de bande dessinée, mais dans un contexte particulier, qui est le contexte américain, où pendant très longtemps, le format dominant, c'est un format qui est périssable, pas tout à fait éphémère, mais périssable en tout cas, le comic book, qui n'est pas fait forcément pour être conservé, archivé, réimprimé. Et les anthologies se sont développées progressivement à partir des années 70. Et donc, j'ai un chantier là-dessus sur l'anthologie et la patrimonialisation du comic book. Et cette patrimonialisation, elle se fait au croisement de logique commerciale, de logique éditoriale,
enfin, pardon, logique commerciale et éditoriale, c'est-à-dire investir les librairies, toucher des nouveaux publics. Mais il y a aussi des enjeux de reconnaissance et d'affirmation de la bande dessinée comme une forme littéraire. Finalement, rééditer les comic books sous forme d'anthologie disponible dans des librairies, c'est une des étapes de la reconnaissance de la bande dessinée aux États-Unis comme une forme littéraire avec une histoire et aussi un héritage ou un patrimoine à transmettre. Donc c'est sous ces deux volets-là que je suis amené à m'intéresser à la question de la patrimonialisation de la littérature. Et en fait, en prenant ça sous l'angle d'une forme qui n'est pas forcément toujours pensée comme littéraire, et justement comment la patrimonialisation de cette forme contribue à la placer dans le champ littéraire, ou à ses marges en tout cas, ou à sa frontière plutôt que ses marges. Donc voilà, pour dire sous quel angle et en quoi je peux me raccrocher ou m'intéresser à tous nos échanges. Et j'ai noté aussi la référence là, de l'annuaire et du carnet pour aller plus loin. Ok, super, merci Jean-Mathieu. Suivante. Gustavo, est-ce que tu voudrais intervenir pour… Oui, quelques mots rapidement. En réalité, moi, je ne travaille pas sur la patrimonialisation en tant que telle. Je m'intéresse surtout aux questions des circulations internationales. Je travaille avec un groupe d'une dizaine de collègues sur l'internationalisation de la littérature latino-américaine en France. Et nous avons retrouvé, disons, les collègues qui font de la patrimonialisation autour de la place que certaines collections françaises, les archives françaises, que la publication, le fait de publier en France ou de recevoir, d'avoir son nom sur une place ou une plaque, etc., comment la patrimonialisation française joue un rôle qui ne se limite pas seulement à la France, mais qui a des effets au niveau mondial et qui produit de la valeur chez les écrivains. Deux cas qui rejoignent un peu des collections et des faits qui ont été évoqués ici. Par exemple, la publication de Neruda dans les années 50 dans la collection de Segers, poète d'aujourd'hui, a été un pas monumental pour la reconnaissance internationale de Neruda. Et c'est bien Pierre Segers qui a consacré un des livres de sa collection à Neruda en 54 ou 55, qui a permis très tôt la reconnaissance de Neruda. Et en même temps, la publication des auteurs en France, beaucoup d'auteurs latino-américains dans les années 50, 60, 70, a été essentielle dans leur parcours international. On connaît tous le cas de Borges, par exemple, dont la traduction française a été essentielle dans la reconnaissance internationale qu'il va acquérir plus tard, dans les années 50, 60. Donc, moi, nous travaillons plutôt dans cette perspective-là, qui ne correspond pas exactement à la patrimonialisation, parce que j'ai l'impression que la patrimonialisation, il y a toujours le national derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée d'une communauté nationale derrière, mais la communauté internationale, l'insertion d'un auteur étranger à l'intérieur de l'espace littéraire français a aussi des effets très importants pour la reconnaissance de cet auteur à l'extérieur. Donc, le cas de la Pléiade, par exemple, la Pléiade Borges a été un événement, bien sûr, pour le parcours de l'œuvre de Borges. Pour quelqu'un comme Vargas Llosa, qui a obtenu le prix Nobel, la publication en Pléiade aussi a été un moment exceptionnel. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'aspect de la patrimonialisation, c'est surtout les types de capital symbolique que la patrimonialisation française peut produire à un moment donné et la manière comment ce capital symbolique circule au niveau international et peut produire des effets dans d'autres champs culturels qui ne sont pas les champs culturels français. Voilà. Donc, nous travaillons sur les archives de l'IMEC, essentiellement, sur quelques collections internationales et nationales françaises. Et en même temps, avec les petits groupes, on est en train de mener un certain nombre d'entretiens avec des traducteurs, des éditeurs français des littératures hispaniques, un peu pour créer aussi un patrimoine et une mémoire la traduction et l'édition de ces auteurs dans les domaines francophones. Je vous mets le petit… Est-ce qu'on peut mettre des messages? Oui. Je vous mets les petits sites internet du groupe. Là, vous pouvez aller voir ce qu'on fait, les entretiens que nous sommes en train de mener et comment
on essaye de développer un peu ces dialogues et l'étude historique de cet échange entre la culture latino-américaine et le domaine francophone. Voilà. Merci, merci Gustavo. Allez. Je ne vois pas le lien dont il était question dans la discussion. Est-ce qu'il serait possible de le renvoyer? Peut-être qu'il a été envoyé à une seule personne par erreur. Ah, Et moi, je ne l'ai pas vu arriver non plus. je suis envoyé à tout le monde. Hein. Ah ouais. Je l'ai bien mis. Le voilà, il vient d'arriver. Voilà, merci. Parfait, merci beaucoup. Ok. Marion, allez-y. Oui, je veux bien me lancer, voilà, briser la glace. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et l'envoi du lien. Ça me fait très plaisir qu'un tel groupe puisse exister et qu'on puisse se rencontrer. Moi, je suis venue à la question de patrimoine par ma thèse, d'une façon assez similaire à Mathilde, par une monographie sur Marcel Pagnol. Puisque dans ma thèse, j'ai évoqué effectivement l'idée d'un auteur patrimonial. Je me suis intéressée en fait à la question en fait de son ancrage dans un territoire régional et donc de la commémoration régionale qu'il y a autour de lui, donc plaques commémoratives, bustes, musées et aussi les musées en plein air, notamment donc tout ce qui est musée de ses tournages de cinéma en plein air, qui donne lieu par exemple à des randonnées théâtrales. Voilà, d'ailleurs, Mathilde, je vois passer des choses, mais parfois je n'ai pas le temps de répondre. Par exemple, ça m'aurait bien plu aussi de répondre sur les promenades littéraires avec la randonnée théâtrale de Marcel Pagnol. Voilà. J'ai participé, je participe au numéro sur culture et musée, notamment sur la question de ces produits dérivés, comment ces produits dérivés en fait, des écrivains peuvent être des objets en fait, aussi commémoratifs. Et puis sinon, avec Marie-Clémence Régnier, absente également, mais qui est avec nous, quelque part, on avait organisé une journée d'études à l'Université d'Artois sur les portraits d'écrivains à l'écran. Donc, ce sont ces objets-là aussi qui me semblent être des objets aussi de patrimonialisation qui permettent en fait aussi cette diffusion et cette médiatisation de l'écrivain. Donc par le documentaire notamment, par le biopic. On pourrait imaginer aussi par la vidéo numérique actuelle. Puis aussi par ailleurs, mais je l'ai pas, j'ai en tête en fait de faire quelque chose là-dessus sur la question aussi du livre audio. J'ai beaucoup travaillé aussi dans ma thèse sur la question du livre audio. Et j'y pense aussi en fait à faire un lien autour de patrimoine et ces éditions sonores qui m'intéressent en fait en général. Donc voilà comment je suis venue ici avec vous. Je me permets d'intervenir pour dire que par rapport à la question de l'audio, parce que vous ne le savez pas parce que je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, j'essaye de rassembler dans ce que vous nous dites des points de convergence pour essayer peut-être de vous faire une proposition dans pas trop longtemps pour structurer un petit peu la manière dont, disons, différents pôles thématiques ou ateliers sur le site. Et alors, il se trouve qu'il y a toute une série de chercheurs qui travaillent sur l'audiovisuel. Marion, tu connais Célina Follonier qui fait sa thèse sur l'histoire littéraire à la télévision. Voilà, mais donc il s'inscrira, j'imagine, dans le cadre de ce réseau. Mais je pense aussi aux personnes qui travaillent sur la radio pour la question audio, Pierre-Marie Héron, évidemment, mais aussi Céline Bardot, Florence Heubrecht à l'ULB, qui travaille plutôt sur le pôle belge. Et alors, il y a une personne dont je n'ai pas encore retenu le nom parce qu'elle m'a contacté il y a 2-3 jours, qui travaille sur la littérature africaine en lien avec un prix littéraire à vocation patrimonialisante et qui engage aussi les formes sonores de la littérature. Donc là, il y aurait un groupement potentiellement intéressant pour tout ce qui est la dimension sonore, quoi. Voilà, je me borne à le noter en passant. Merci beaucoup, ces précisions.
Marianne, tu nous parlerais de ce que tu fais, notamment en lien avec Segers, puisqu'il a déjà été question de Segers. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est bon, j'ai bien mis mon micro. Merci beaucoup, David, merci beaucoup à tout le monde pour ces présentations, ces précisions. C'est absolument passionnant. J'ai la tête en bas tout le temps, mais c'est parce que je prends des pages de notes depuis plus d'une heure 20. Pardon, j'écoute attentivement tout ça. Moi, je suis doctorante en littérature en 3e année à l'Université de Rennes 2, co-dirigée par une musicologue, Catherine Rudan aussi, car je travaille sur la patrimonialisation littéraire de la chanson à travers les ouvrages diverses formes d'ouvrages dédiés. Alors, je suis partie de la collection Segers. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être mise en lien avec Marcella, Mathilde et David lors de ma première année de thèse, ce qui a été extrêmement porteur pour moi. Donc, il y a 2 ans, et du coup me confronter à cette question de la patrimonialisation qui m'a aidée, en fait, je le dis publiquement et je vous remercie pour ça, parce que ça m'a vraiment aidée même pour la problématisation de ma thèse, et ça se confirme dans l'avancée du travail. Et donc, c'est un ensemble de livres très hétérogènes, parce que je suis partie des Segers, mais en fait, en fouillant sur une vingtaine d'années les archives, notamment de la Bibliothèque nationale de France, j'ai trouvé plus de 110 ouvrages diversement dédiés à la chanson. Donc, il y a les poètes d'aujourd'hui consacrés à des auteurs, compositeurs, interprètes, mais pas seulement. Et donc, certains proposent une patrimonialisation littéraire de la chanson, mais d'autres pas du tout. Et du coup, j'essaie de mettre un petit peu en réseau diverses formes de légitimation, de définition de la chanson, de représentation de la chanson, en regard avec aussi des définitions assez variées de la notion même et du périmètre de la littérature au XXe siècle en France. Voilà, donc tout est encore assez frais pour moi. Je suis une toute jeune chercheuse, mais en tout cas, je trouve ça très stimulant de participer à un réseau comme celui-là, et je suis tout à fait intéressée pour poursuivre avec vous plein d'explorations, et j'enverrai tout ce qu'il faut pour l'annuaire en vous remerciant encore. Et voilà. Oui, j'ai peut-être pas trop répondu, du coup, David, tu m'as comme demandé de parler plutôt des Segers, j'ai pas trop développé. Non, pas spécialement, c'était pour prétexter le fait que je te jetais la patate chaude, c'est tout. Très bien. Bon, en tout cas, encore merci, et puis à bientôt pour plein d'autres belles choses tous ensemble. Voilà, je laisse la parole. Galia ? Oui. Alors, bonjour à tout le monde. Je viens du département de culture française à l'université de Maryland. Je collabore avec David, Mathilde et Marcella depuis très longtemps maintenant. Et mes rapports à la patrimonialisation et aux auteurs, pour l'instant, passent en parallèle, mais je suis tout à fait partante pour joindre les bouts, donc pour trouver un moyen de travailler sur un projet qui lie les deux. Je pense notamment à une question qui me travaille depuis un moment sur les écrivains qui rédigent des guides touristiques, donc des écrivains qui participent à la patrimonialisation des lieux, donc des monuments, des lieux géographiques, des lieux historiques. Et comme je travaille, il se trouve que j'ai travaillé sur un corpus assez important des guides touristiques d'expression française vers Israël. Souvent, les auteurs sont francophones, et donc il y a avec quoi travailler. Je dirige actuellement des travaux de master, donc si jamais un étudiant de master voudrait travailler sur un sujet de cet ordre-là, ça m'intéresserait beaucoup. Il y a avec nous aujourd'hui aussi une étudiante de master de Bar-Ilan, Elle Armelin, qui est là, et qui, elle, travaille pour le moment sur la patrimonialisation ou sur le... Oui, non. Yael, est-ce que tu peux expliquer mieux que moi? Voilà. Yael? Oui, bonsoir à tous. D'abord, tous les travaux qui ont été évoqués paraissent tous passionnants. Tous les sujets sont vraiment très, très intéressants. Et donc, oui, si ce soir je suis là, c'est grâce à Galia, qui est la directrice de mon travail de mémoire, qui porte sur le patrimoine par le biais de l'imaginaire. Et cela dans les
brochure touristique. Donc, nous parlons là d'un discours touristique qui est un discours publicitaire. Et cette représentation du patrimoine français, sachant que mon sujet est spécialisé et spécifique sur la représentation du patrimoine français et juif dans les discours touristiques adressés aux Israéliens. Donc, il y a là toute une recherche au niveau des mots, de la scénographie et de la perception, c'est-à-dire pourquoi, de quelle manière le patrimoine français juif est représenté de telle ou telle manière lorsque l'auditoire est un auditoire israélien. Et j'ai quelques comparaisons avec d'autres auditoires, puisque certains des supports sont en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Sachant qu'en allemand, je n'ai pas vraiment un très bon niveau, mais assez pour voir les différences et le choix des mots qui est différent entre les langues, et c'est passionnant, c'est très intéressant. Merci Elle. Dernière chose, c'est que l'année prochaine, il y aura un cours en collaboration entre l'Institut français et le département de culture française à Bar-Ilan qui donnera éventuellement des projets de recherche qui porteront sur la manière dont la littérature française, des auteurs couronnés, donc des prix littéraires, est patrimonialisée aussi, j'ose dire, ex-patrimonialisée, c'est-à-dire acceptée comme faisant partie intégrante du canon littéraire, mais dans un autre pays. Donc, traduit et lu en hébreu, mais faisant partie de l'imaginaire de ce que c'est la littérature, et notamment la littérature française. Voilà. C'est tout pour l'instant. Okay, super. Carole, tu te jetterais à l'eau? Depuis ton superbe fauteuil de gameuse. Tu te moques à chaque fois, c'est pas beau ça. Je le trouve génial ce fauteuil. En fait, c'est la jalousie qui parle. C'est ça, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis moi, Carole Bisonius-Penin, et je viens comme Jean-Mathieu de la même université, Université de Lorraine, puisque nous appartenons tous les deux au CREM, le Centre de recherche sur les médiations. Et on a d'ailleurs co-dirigé ensemble l'équipe Praxitel dédiée aux arts, à la culture et aux médiations. Donc, pour ma part, sur le projet de recherche enthousiasmant que vous proposez, il est clair qu'il y a plusieurs axes voilà, qu'on a tous évoqués à l'instant. Moi, j'ai produit quelques articles sur les expositions littéraires à la BNF d'écrivains, par exemple, mais aussi sur les promenades littéraires franco-québécoises, avec un angle plus spécialisé qui est celui de la résidence d'auteur. Alors, dans des maisons d'écrivains, dans des maisons des illustres, etc., qui a eu donc en perspective 2 programmes de recherche. Le premier qui s'intitule « La Lorraine des écrivains », où bien sûr on s'est posé toutes ces questions liées au patrimoine, aussi bien par rapport aux musées, aux maisons, mais aussi un autre programme qui est en train de s'achever, donc OPSLIT, qui est un observatoire du milieu franco-luxembourgeois. Et là, je vais vous mettre aussi le lien. Il y a toute une partie qui concerne bien sûr le patrimoine et qui rentre, je dirais, tout à fait dans cet axe-là, en sachant qu'il y a un autre axe qui, lui, est plus consacré à l'école, et je rebondis sur les propos liminaires de notre collègue tout à l'heure, et c'est plutôt la question des représentations, des formes de canons possibles de par l'institution scolaire. Donc, on voit qu'on tisse, en tout cas, tous, chacun de notre côté, en tout cas, des problématiques qui sont au cœur de votre réseau. Ok, super, merci beaucoup. Et enfin, par ailleurs, j'aurais tendance à suggérer que vous parliez du réseau comme du vôtre aussi, parce qu'on ne le considère pas du tout, nous, comme le nôtre, mais c'est aussi dans cet esprit-là qu'on a envie que les sujets, la parole circulent là comme aujourd'hui. C'est de façon aussi à ce que vraiment
la plateforme qu'on va façonner et les collaborations qu'on mettra en place se fassent en fonction de ce qui est intéressant pour tout le monde. Voilà. Ok, alors à qui le tour? Là, je ne désigne que les gens que je connais, hein, je ne me permets pas de me lancer de... Voilà, donc à toi, Quentin, qui est caché dans le noir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je fais ma thèse dirigée par David Martez, donc sur la collection Petite Planète, qui est une collection de portraits de pays. Et donc, pour faire le lien avec le patrimoine, déjà, le fait que ce soit des auteurs qui écrivent ces livres qui portent sur des pays, donc le patrimoine des lieux de ces pays. Et en même temps, il y a aussi un lien qu'on peut faire avec le patrimoine littéraire, dans le sens où chacun de ces ouvrages mobilise soit par des citations, soit carrément en citant, en évoquant les auteurs des pays concernés, toute une littérature donc, de ces pays-là ou portant sur ces pays-là. Voilà de manière générale ce que je peux dire. Laurence, peut-être? Oui. Donc, moi, je suis la directrice d'une institution patrimoniale et scientifique, donc on est en plein dedans, qui s'appelle Archives et Musées de la littérature et qui donc se consacre à rassembler le patrimoine littéraire et théâtral de Belgique francophone, à le conserver, à le mettre à disposition des chercheurs et puis à le faire connaître par le biais soit d'expositions, soit de prêts, de pièces pour d'autres expositions, soit également par la recherche ou la recherche que l'on produirait nous-mêmes à l'intérieur de mon équipe, ou bien que voilà, faciliter la recherche d'autres chercheurs à partir des archives que l'on conserve. On conserve environ plus de 300 fonds d'archives d'écrivains, belges francophones, ou bien de personnes liées au monde du théâtre, donc, ou d'institutions aussi. Donc, ça peut être aussi des institutions liées au théâtre ou bien à l'édition littéraire également, puisqu'on a quelques fonds d'archives d'éditeurs littéraires. Donc, évidemment, tout ce que j'ai entendu dire jusqu'à présent, en fait, je suis un peu inquiète parce que tout m'intéresse. Voilà, donc c'est très bien, mais en même temps, c'est un peu inquiétant. Voilà. Mais plus particulièrement, donc la question... Donc moi, je me place du côté des praticiens, on dirait, puisque je suis au charbon tous les jours, pour tout ce qui concerne le patrimoine et la patrimonialisation, puisqu'on contribue nous-mêmes par nos actions quotidiennes à créer ce patrimoine quelque part, à rendre ces documents, à les faire rentrer comme étant du patrimoine. Mais au-delà de cet aspect très concret, la réflexion sur tous ces processus m'intéresse, que ce soit la manière dont les archives d'écrivains arrivent et deviennent patrimoine, la manière dont à certains moments de l'histoire on a contribué à patrimonialiser ou à sacraliser, pour reprendre les termes que Claude Coste identifie en début de son intervention. Donc ces deux aspects-là m'intéressent aussi et j'ai eu l'occasion d'y réfléchir dans certains articles ou interventions lors de colloques. Mais je m'intéresse aussi à toute la question liée aux émotions déclenchées par le patrimoine littéraire ou par le contact avec le littéraire quand il est matérialisé, notamment par le biais d'expositions. Donc cet aspect-là m'intéresse également et a fait l'objet de quelques réflexions et recherches de ma part. Plus généralement aux réflexions sur les expositions littéraires, puisque j'ai l'occasion, la chance, je dirais même, de pouvoir moi-même organiser des expositions littéraires, mais j'aime aussi de temps en temps m'arrêter et réfléchir à ce que ça suppose d'organiser des expositions littéraires et ce que ça implique. Et puis, j'ai aussi entendu parler d'école, et puis là, je dois dire que ça me ramène à d'autres anciennes passions, enfin plus anciennes, puisque j'ai réalisé une thèse de doctorat sur la question des manuels scolaires et sur comment ils ont contribué peut-être à forger une identité nationale belge. Et bien entendu, la littérature avait un rôle à jouer là-dedans aussi. Donc, tout ce qui a été dit sur le rôle de l'école en tant que vecteur de patrimonialisation, là aussi, me rappelle de très, très bons souvenirs.
Voilà. Puis la question, voilà, les bibliothèques d'écrivains. Je viens de participer à un numéro de la revue Textile qui va bientôt sortir donc qui est une revue de littérature consacrée à la littérature belge, une revue interuniversitaire. Il y a un numéro spécial sur les bibliothèques d'écrivains, donc voilà, ça m'intéresse aussi évidemment. J'ai entendu parler des éphémères, on a énormément d'éphémères aussi qui sont conservés chez nous. Donc là aussi, je me dis que voilà, il y a des choses très, très intéressantes sans doute à creuser aussi à partir de tout ce patrimoine que l'on conserve. Les objets d'écrivains, on en a parlé aussi. J'ai dû reporter, Covid oblige, une exposition qui devait se tenir au mois d'octobre à partir des objets d'écrivains. Donc toute une réflexion, l'idée c'était de présenter un panorama succinct et très sélectif de la littérature belge francophone, mais à travers le point d'accroche qui était l'objet d'écrivain, puisque nous conservons, parmi les fonds d'archives que nous conservons, il y a de temps en temps des curiosités comme des objets, que ce soit des objets directement liés à la pratique d'écriture, ça c'est un peu classique, mais aussi des objets beaucoup plus usuels qui soit sont devenus des fétiches de l'écrivain ou bien simplement qui se retrouvent voilà, dans nos archives un petit peu, parfois par hasard, parfois pas. Voilà. Donc tout ça fait aussi partie de mes centres d'intérêt. Donc je vous dis, ça part un peu dans tous les sens et en même temps, c'est formidable de voir ce réseau qui est en train de se tisser et qui, je le pressens bien, donnera de très beaux résultats. Donc merci en tout cas de m'avoir conviée à cette première rencontre et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci pour cette perspective. Vous avez parlé d'éphémères et de bibliothèque d'écrivains, ça fait tilt. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient intervenir qui n'a pas... Oui, bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, je me présente, je m'appelle Manuel Maceda et je viens de commencer une thèse à Cergy sous la direction de Gustavo Guerrero et sur l'édition, sur la production et la diffusion d'un écrivain argentin, Julio Cortázar, en France. Et donc, concernant le rapport entre mes recherches et les études de patrimoine, je m'intéresse surtout au rôle que la patrimonialisation de mon auteur en France a pu jouer dans la réception et dans la diffusion et à l'étranger, aussi en Europe qu'en Amérique latine. Et je m'intéresse aussi au rapport entre les questions d'ordre éditorial et la patrimonialisation, par exemple, le passage d'une collection plutôt périphérique à une collection plus centrale. Quel est le rôle que ce passage peut jouer aussi dans sa patrimonialisation en France. Voilà. Merci beaucoup Manuel. Alors, je ne connais pas tous les intervenants, tous les participants. Martina, puisque vous voulez la parole. Bonsoir à tous. Je ne parle pas trop bien le français. J'ai préparé un petit texte et je vais le mettre dans la chat si c'est OK pour vous, parce que mon français parlé, c'est terrible. Je comprends bien le français, mais il y a longtemps depuis la dernière fois que je l'ai parlé. C'est parfait, Martina. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois Annabelle qui n'est pas à l'image, mais qui est présente. Si vous pouvez peut-être... Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Je suis venue un petit peu en retard, je m'en excuse. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Annabelle Machou et donc je fais une thèse sous la direction de Monsieur Coste qui porte sur la représentation du château de Versailles dans la littérature et le cinéma du XXe et du XXIe siècle, donc un corpus qui est très, très contemporain, qui est encore un petit peu mouvant pour le moment, mais qui va se préciser au cours de cette deuxième année, je l'espère.
Donc, c'est une thèse qui m'amène à me poser des questions sur la littérature contemporaine. Est-ce qu'on peut parler d'une littérature versaillolâtre, hein, en fonction du nombre de publications qui mentionnent Versailles, et auquel cas, comment il le mentionne, quelles sont les spécificités en fait de cet imaginaire versaillais, quelle représentation on en fait, voilà, et comment il s'inscrit dans le romanesque de manière générale. Voilà. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. Alors, je vois que les échanges se poursuivent sur le chat, ce qui est très bien. Continuons le tour d'écran, si vous voulez bien. Oui, si je peux. Oui. Bonsoir, je m'appelle Robrecht. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis chercheur de doctorat en littérature coloniale belge et allemande, donc en néerlandais, français et allemand. Et je m'intéresse plus spécifiquement pour l'autorité épistémologique dans les discours, surtout scientifiques, de cette littérature coloniale. C'est un projet aussi sous la direction de David Martens, comme notamment Quentin et Chiara. Je pense que vous vous demandez ce qu'à voir la littérature coloniale avec la patrimonialité ou la patrimoine. En fait, ce qui m'a frappé en lisant certains textes coloniaux, c'est la façon dans laquelle on essayait de créer une sorte d'extension du pays natal ou du pays d'origine en projetant des notions, des caractéristiques nationales sur les environnements des peuples, en nommant des espaces d'après des villes belges ou allemandes, et qu'on pensait de voir ou de reconnaître des caractéristiques nationales dans les, entre guillemets, tribus ou peuples locaux. Et on cherchait donc vraiment à créer un deuxième pays natal, et d'y créer une connexion, une histoire qui était complètement projetée ou imaginée. Et donc la littérature devenait une sorte de, ou la littérature coloniale devenait une sorte de lieu, un lieu de, oui, d'imagination patrimoniale. Je ne sais pas si ça a du sens. Et donc, je suis très intéressé à explorer cette avenue ou cette impression qui m'a vraiment frappé, cette façon de créer un deuxième pays natal. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je peux me lancer? Oui, allez-y. Je suis doctorande à l'Université de Louvain. Je travaille à une thèse sous la codirection de David. Et ma thèse porte sur la réception de l'Antiquité étrusque dans la littérature italienne, française et anglaise de la période moderniste. Et je me suis intéressée à la patrimonialisation par le livre de Davalon, Le don du patrimoine. Et ceci parce qu'une partie de ma thèse s'intéresse aux lieux étrusques, donc aux nécropoles, en tant que lieu de mémoire, où la mémoire se construit à travers le patrimoine conservé. Donc, après, avec Martina, je travaille, on collabore avec le Musée national étrusque à Rome, où on essaye de mettre en place un projet qui mettrait en relation le côté littéraire et le côté archéologique pour créer des vidéos. Et donc, voilà, pour voir comment la patrimonialisation fonctionne à ce niveau, comment elle peut fonctionner. Voilà. Donc, on est en train d'explorer ce côté-là. Et donc, voilà, merci pour avoir mis en place ce réseau. Merci. Donc, il y a une Louvain Connection qui s'installe. On peut la continuer, on peut aussi rompre si d'autres personnes veulent intervenir. Bonsoir. Utile. Voilà, donc moi je ne suis pas de Louvain, je suis à Paris. Bonsoir, donc je suis archiviste aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Je suis responsable des fonds relatifs à la création artistique. Votre groupe, le séminaire, m'intéresse à titre général par rapport à mes fonctions et à mes intérêts personnels. Et plus spécifiquement, en ce qui me concerne, je travaille sur Robert Pinger.
Ma thèse de lettres portait en partie sur Pinget, sur les aspects vraiment de commentaires de texte, et maintenant je m'intéresse beaucoup plus aux aspects biographiques et patrimoniaux précisément concernant Pinget. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis ravie de rejoindre votre groupe. Et je suis à disposition de tous ceux qui souhaitent, qui ont besoin de faire des recherches, bien sûr, aux archives nationales. Je pensais notamment à Versailles, les représentations de Versailles et tout ça. On a notamment les archives du Centre national du cinéma, enfin, voilà, tout ce genre de choses aux archives nationales auxquelles on ne pense pas toujours, mais pour lesquelles il y a des choses très intéressantes sur les lieux qui sont utilisés notamment pour les tournages. Merci beaucoup. C'est bien que les liens puissent se faire aussi. Oui, le réseau réticule sous nos yeux, c'est super. Voilà. Alors, qui n'a pas eu le temps de se présenter? Giovanna, Romain, vous voulez intervenir? Oui, je prendrai la parole si vous me le permettez. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis une sociologue de la culture. Je suis italienne. Je suis chargée de recherche sur un projet Horizon 2020 à l'Université de Vérone, dans le nord-est de l'Italie. Et en effet, je viens de la patrimonialisation de la religion catholique, mais maintenant, notamment, je travaille sur ce projet qui concerne le tourisme culturel dans 15 pays, et donc on a 15 cas d'études. Le cas italien est le paysage littéraire de la région du sud de la région Piémont, c'est-à-dire Langhero et Monferrato. Et donc, en fait, je suis arrivée à votre réseau et à ce réseau par le biais de Res Patrimoni. Et notamment, le projet Horizon est centré surtout sur l'Europe centrale et orientale. Et ce qui m'intéresse, c'est notamment surtout la mise en valeur par le biais du tourisme et surtout qu'est-ce qu'on fait du patrimoine finalement, dans le sens qu'il y a ce relais marchand qui est toujours là, et donc on fait aussi, on essaye Bon, c'est vrai aussi que Spot, ce projet européen Horizon, est arrivé vraiment a commencé au début de 2020, donc en fait, on est parti bien dans le mauvais moment. Je vous remercie pour toutes les suggestions et j'aimerais bien rejoindre votre réseau. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans la suite des petits écrans qui sont sous mes yeux, je vois Romain. Oui. Merci. Voilà, merci bien. Voilà, je commence par repréciser une expression du collègue Claude Coste tout à l'heure. Je crois que dans son propos, il disait voilà, qu'il se réjouissait de cette rencontre qui réunit les gens des 4 coins de l'Europe. Et on pourrait même dire donc désormais des 4 coins du monde, parce que moi, je suis en Afrique. Hein. Je suis au Bénin, à Cotonou. Et donc, voilà, j'ai été mis au courant de cette première réunion du réseau patrimonialité par une collègue qui elle-même est au Bénin ici et qui a reçu donc le lien, qui me l'a balancé parce qu'elle est justement spécialiste du patrimoine. Donc, c'est Romain Houzangi de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Je suis en fait dans le couloir des études théâtrales. Il y a 2 concours de circonstances qui ont commencé par m'ouvrir les yeux sur les ponts possibles qu'on peut ériger entre la création littéraire et puis les études dans le domaine du patrimoine. Le premier élément, c'est que je suis en début de carrière à l'université en tant qu'enseignant-chercheur. Et donc, il y a un peu plus de 2 ans, on m'a confié un cours sur l'iconicité plastique et la création littéraire. Et donc, quand j'ai entrepris donc, de faire de la recherche documentaire, de m'informer pour préparer cet enseignement, alors j'ai commencé par prendre conscience de ce que des procédés par lesquels les écrivains travaillent dans leur création littéraire sur du patrimoine architectural au moins, et puis d'autres œuvres qui rentrent dans le patrimoine commun de l'humanité. L'année dernière particulièrement, je crois, l'année dernière ou un peu plus tôt, on travaillait déjà avec mes étudiants quand il y a eu le fameux incendie de Notre-Dame de Paris.
qui m'a fait revisiter avec eux un texte de Victor Hugo qui est un peu prémonitoire sur justement cet accident-là qui a eu lieu. Le second événement, c'est que justement, parlant de la collègue qui m'a balancé le lien, nous avons entrepris, elle et moi, de travailler sur le conte africain, l'art du conte africain, et comment est-ce qu'à travers cet art-là, justement, on en arrive à constater par l'art du conteur un effort aussi de patrimonialisation de certaines pratiques sociologiques ou culturelles que portent ces textes-là contés. Et donc, en réfléchissant, je me suis aperçu aussi que du côté des études théâtrales, où je suis plus spécifiquement, au moins au niveau de ce que nous appelons dans les études théâtrales le volet littérature dramatique, il y a des œuvres qu'on peut considérer comme des œuvres canoniques ici au Bénin, notamment et en Afrique en général, qui sont considérées comme des pièces de théâtre historiques et qui portent donc sur des figures historiques propres à certaines communautés, et qui, ces figures, la prise en charge dans ces œuvres-là, confèrent une certaine valeur patrimoniale aux œuvres elles-mêmes, mais les œuvres à leur tour, comme dans une relation dialectique, concourent à une certaine patrimonialisation de ces figures, de ces pratiques ou de ces symboles qui ont été comme des prétextes littéraires à ces auteurs dramatiques-là. Et donc, ayant vu un peu l'initiative de ce réseau qui se met en place, je me suis dit, bon, je me mets là modestement dans le réseau et continuant donc les réflexions et entendant également tout ce qui s'est dit là cet après-midi par les différentes expériences partagées, mieux affiner ce que je pourrais apporter comme contribution à un regard qui sera désormais plus ouvert sur le monde, parce que venant non seulement de l'Europe, mais de d'autres pôles. J'ai entendu des amis de l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Ça pourrait quand même enrichir bien les perspectives de ce qui peut se mettre en place. Évidemment, si on devait déborder sur les arts de la scène même, il y a évidemment aussi d'autres possibilités qu'on peut sonder pour voir un peu quelles sont les connexions possibles entre les démarches de patrimonialisation et les créations artistiques plus largement. Voilà. Formidable, merci. Je note que Aurélie Mouton-Rézouk, qui n'est pas là, mais qui interviendra dans 2 mois à peu près, en mars, il me semble, mars ou avril, je ne sais plus, avril, je crois, travaille à la Sorbonne sur, donc elle est en études théâtrales et travaille sur la patrimonialisation du théâtre, et notamment via le biais de l'exposition. Donc là, il y a peut-être aussi une connexion intéressante envisageable. Je me permets de le dire parce qu'elle n'est pas là. Donc, merci. Tu regardes la vidéo, je le dis à ta place. Charlotte, je crois que c'est la seule personne que nous n'avons pas entendue. Oui, je suis. Oui. Bonjour. Alors oui, je me suis permise de me taire parce que j'avoue, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis au début de mes recherches. Je suis en master à l'université de Cergy. Master métier de l'écriture et de la création littéraire. Donc je dois travailler un mémoire un peu spécial avec une création et une réflexion. Et j'essaye de partir un peu dans le travail de l'histoire. Enfin, c'est un peu compliqué, je suis vraiment au début, donc c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à partager avec vous, j'en suis désolée, vu tout ce que vous avez dit, qui était très intéressant aujourd'hui. Mais voilà, donc j'observe plus particulièrement pour l'instant. On espère que tout cela vous sera utile. Claude, allez-y. Juste dire un mot, j'avais oublié de mettre mon micro tout à l'heure, à propos de notre collègue de Cotonou, hein, monsieur, il va y avoir à Grenoble très bientôt une journée ou une table ronde, je ne sais pas, sur le patrimoine africain et le patrimoine littéraire africain. Envoyez-moi un mail et je vous envoie les coordonnées de mes collègues. Hein. Je pense que votre contribution serait très bienvenue. Ben, je vous remercie par avance. Je vous enverrai donc mon adresse mail professionnelle et je recueillerai avec intérêt les précisions que vous me donnerez, chers collègues. Oui. Ce qu'on essaiera évidemment aussi de faire, ça paraît assez évident, mais il faut quand même le dire et y penser, c'est d'essayer d'avoir un fil d'actualité pour que chacun puisse suivre ce qui se met en place en termes d'appel à contribution, etc., via le site. Voilà. On a fait le tour, hein, je pense, Olivier. Oui, je pense. Enfin, je pense qu'on n'a oublié personne. On n'oublie personne.
Oui, David, quand tu parles de site, de quel site? C'est la littérature mode d'emploi ou c'est un non, site propre au je réseau? parle du carnet de recherche propre au réseau, dont peut-être, qui est en chantier hein, pour le moment. Mathilde a montré des pages tout à l'heure. Je rebondis sur ce que tu dis, David, pour expliquer qu'il y a un système assez intéressant avec Hypothèse, c'est que si vous créez un compte ou si on vous crée un compte Hypothèse, vous pouvez écrire un article sur le site et ensuite on le mettra en ligne. Donc vous pouvez annoncer directement votre journée et ça peut du coup faire un fil d'actualité assez simple sans qu'on ait besoin de transférer beaucoup de choses. Donc, et c'est vraiment très facile d'usage. Donc même si vous n'êtes vraiment pas calé en informatique, ce qui est mon cas, ça va vraiment… C'est fait pour. Ça se conduit comme une voiture à pédale à la mer, franchement. Enfin, je me dis, voilà, c'est assez enthousiasmant. Je vous livre un peu ma réaction à chaud. C'est assez enthousiasmant de voir la diversité des sujets abordés, envisagés, sachant aussi qu'il y a un nombre notable de personnes dont on sait, nous, parce qu'on les connaît, qu'elles s'intéressent à ces questions, mais qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour diverses raisons. Donc, je pense effectivement, comme le laissait entendre Laurence, que le réseau va rapidement prendre forme. Et donc, ce qu'on peut peut-être vous proposer avant la prochaine séance qui aura lieu, si ma mémoire est bonne, corrigez-moi les copains si je me trompe, mais c'est le 17 février, quelque chose comme ça. Voilà, le 17 février. Merci Marcella. Donc, ce sera une séance qui en fait a déjà été déstructurée par rapport à ce qu'on avait initialement prévu avec une séance où Marcella interviendrait et où Marie-Clémence Régny interviendrait. Finalement, nous serons en tout 5 à intervenir en 2 séquences, et plutôt que de vous présenter des choses déjà faites, on va en tout cas, je pense que c'est le cas aussi pour Marie-Clémence et son collègue Bertrand Bourgeois de Melbourne, qui donc sera avec nous. Je ne sais pas s'il sera à Melbourne au moment où il interviendra, mais je pense qu'ils vont parler de choses, d'un projet à venir en cours. C'est bien ça? Peut-être que toi, tu es au courant, Marion? Oui, je pense qu'ils sont sur un projet en cours. Elle m'en a pas, elle a plutôt parlé en fait. Enfin, il sera là, donc je me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit. Mais effectivement, on a parlé, mais effectivement, je peux pas te donner beaucoup plus de précision que ce que tu dis. Désolée. Normalement, c'est sur l'appropriation des maisons d'écrivains par les artistes contemporains, je pense. Ah oui. Je ne suis pas sûre que sur les maisons d'écrivains, mais enfin, il y avait cette appropriation par les artistes. Ouais, je crois que c'est toujours autour de l'hôtel. Il y a aussi l'hôtel littéraire. Enfin, je crois qu'elle veut toujours parler de l'hôtel littéraire aussi, mais je crois que c'est dans cette lignée-là, effectivement. Ouais. On verra, on découvrira ça. Et de notre côté, finalement, on s'est décidé, pas plus tard en fin de matinée avec Marcella et Mathilde, à vous proposer finalement quelque chose qui sera ce qu'on souhaite un petit peu être le développement de ce projet sur les collections de monographies d'écrivains, puisqu'on on va se retrouver avec 4 ou 5 collectifs au bout du projet et qu'on a l'impression de n'avoir fait que le début, finalement. Et donc, on vous présentera un peu la manière dont on envisagerait la suite. Voilà. Ce qu'on peut peut-être vous proposer, on va un petit peu réfléchir, mais si vous avez des envies, voilà, des idées qui vous viennent, n'hésitez pas à nous écrire et on va essayer d'orchestrer un petit peu tout cela. Mais ce qu'on va peut-être essayer de vous proposer, on en parlera peut-être la prochaine fois, on le fera peut-être par écrit, c'est voilà, peut-être à la suite de ce que vous nous avez expliqué, en ce qui me concerne, il y a quand même l'un ou l'autre chantier évident, atelier ou pôle d'intérêt vers lesquels convergent les recherches de pas mal de monde. Moi, ce qui m'a frappé, je ne m'attendais pas à une telle importance de cette dimension-là, c'est la dimension touristique. Au fond, une fois que vous l'énoncez, c'est assez clair, mais le nombre de personnes parmi nous qui s'intéressent d'une façon ou d'une autre, par un biais ou par un autre, à la question touristique en lien avec le patrimoine littéraire, me paraît quand même assez significatif que pour qu'on se dise que là, il y a, je dirais, un chantier commun potentiel. J'ai aussi été très sensible à la dimension comparatiste et à l'ouverture à d'autres
pays que les pays des francophonies du Nord et à d'autres langues que le français. Je pense que c'est vraiment une dimension qu'il faudra résolument intégrer et qu'il n'est pas toujours facile d'intégrer si on ne prend pas les devants. C'est-à-dire que le compartimentage des domaines dans le champ des études littéraires est tel que j'ai parfois le sentiment que si on ne va pas chercher les comparatistes, spontanément, ils ne viendront pas nécessairement vers des gens qui travaillent en français. Donc, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'entreprendre des démarches pour que les choses puissent se faire. Voilà. Je m'arrêterai là personnellement, vous dire que voilà, là, on est un petit peu, on sort avec la tête qui tourne de cette séance qui a été une sorte de shaker et on va essayer de vous servir un cocktail intéressant prochainement. C'est une très jolie métaphore pour conclure. Et on revient toujours à l'alcool, David. Oh, comme tu balances quoi. Il faut, après 2 heures de travail… C'est un peu l'heure de l'apéro en même temps. Ouais. C'est ce qui manque en ce moment. Ouais. C'est là qu'on aurait aimé retrouver le présentiel, quoi. Bah oui. Mais bon, réjouissons-nous de quand même pouvoir faire des choses ensemble et qu'il aurait probablement été un peu plus compliqué de réaliser en présentiel. Voilà, mais voilà, je pense qu'il faut parvenir à tirer parti des emmerdements dans lesquels nous sommes, hélas, un peu cyniquement, et puis se dire, à titre personnel, je me dis que même si on revient un moment à une formule présentielle, c'est ce qu'on avait d'ailleurs envisagé avec Claude, Marcella, Mathilde et Olivier, c'est même si on a du présentiel, organiser tout de même une visioconférence pour permettre à des gens qui ne pourraient pas se rendre à Cergy de prendre part au séminaire. On a vu rien qu'à travers cette séance que des liens se faisaient déjà, qu'on pouvait déjà établir une série de choses. Mais donc, voilà, je propose, si personne n'a rien à ajouter ou ne souhaite rien ajouter, qu'on clôture là dans l'enthousiasme et le désir de développer des choses ensemble au cours des prochains mois. Pile à l'heure du couvre-feu. Et oui, j'y avais même pas pensé. Enfin, le couvre-feu pour vous. Nous, en Belgique, on a un couvre-feu à 22 heures. Bon. Vous n'avez pas de pandémie en Belgique. Non, bien sûr que non. Nous sommes immunisés contre toute forme de virus. Ça va sans dire. Bon, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et à bientôt pour Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt.